Mesdames et messieurs, bonsoir. Après les incidents malheureux survenus dernièrement sur le campus universitaire de Kinshasa, les homes des étudiants sont en pleine réhabilitation. Les travaux de réhabilitation de la résidence des étudiants ont été lancés ce matin. À en croire le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, ces travaux prendront fin au mois d'octobre. Et puis, les prix de denrées de première nécessité ne font que grimper ce jour-ci. Des opérateurs économiques et les consommateurs se concertent en vue d'arrêter cette surchauffe sur le marché de prix. Une fois de plus, bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Les lampions qui se sont allumés à la faveur du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba se sont éteints. Les chefs d'État et de gouvernement ont parlé sécurité dans le continent. L'on retiendra aussi de ce 33e sommet que c'est la RDC qui va accueillir le prochain sommet. Le pays a été porté à la vice-présidente de l'Union africaine. Se confiant à nos confrères d'Africa 24, Félix Tshisekedi a accueilli cette élection avec humilité et a déclaré que l'élection de la RDC à la vice-présidence consacre le retour du pays sur la scène internationale. Bien, d'abord avec humilité et surtout beaucoup de fierté. Parce que mon pays a longtemps été absent de la scène internationale en général, mais en particulier de la scène africaine. Et là, c'est un retour marquant. Et pour moi, c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Ce sera peut-être pour moi l'occasion de porter très haut la voix de la République démocratique du Congo et pourquoi pas de faire bénéficier à l'Afrique des potentialités du Congo. J'ai parlé tout à l'heure du projet d'Inga, mais nous avons un massif forestier qui est le deuxième poumon dans le monde. Nous avons dans notre sous-sol énormément de matières précieuses, y compris les matières stratégiques, le cobalt et tout, le lithium et toutes ces matières qui vont servir à aider, à contribuer au changement climatique, enfin à lutter contre le changement climatique. Nous avons des terres arables par millions d'hectares qui peuvent nourrir des milliards d'individus. Donc le Congo peut être un acteur principal dans cette Afrique qui monte et cette Afrique qui va gagner demain. Comment cette élection de la RDC à la vice-présidence de l'Union africaine est accueillie par la Commission de l'Union européenne? Je vous convie à suivre son président, M. Charles Michel. Félicité, et je pense que c'est une bonne chose pour la RDC, c'est une bonne chose pour l'Afrique, et moi je me réjouis que la RDC soit active sur le plan international et jouera un rôle essentiel dans le cadre de l'Union africaine, et ça contribuera, je l'espère aussi, à renforcer ce lien entre l'Europe et l'Afrique, puisque dans cette position, on aura l'occasion certainement aussi de beaucoup parler de la manière de renforcer des projets très concrets pour les populations entre l'Europe et l'Afrique. L'ambition du président d'être tout entier mobilisé pour améliorer la situation, pour soutenir le développement et surtout pour susciter plus d'investissements, notamment dans les infrastructures qui correspondent aux attentes de la population congolaise. Et j'ai indiqué toute la volonté de l'Union européenne, sous mon leadership, d'être très mobilisé pour renforcer l'efficacité du partenariat, l'efficacité de la coopération. Et nous voyons qu'il y a un président qui a des projets, qui a une ambition pour le pays, qui veut améliorer les conditions de la population, qui veut que la population ressente les effets positifs des différents partenariats. Et c'est dans cet esprit-là que l'Union européenne veut coopérer, tourner vers l'avenir, et dans le cadre du leadership qui est imprimé par le président de la République. Sur place à Addis Abeba, les experts africains en environnement, eau et agriculture se sont retrouvés pour élaborer des stratégies de l'économie bleue sur le continent. Dans ce panel, on notait la présence de Mme Béatrice Lomea, le ministre congolais du genre, famille et enfants. Dans les interventions, les orateurs ont indiqué que l'objectif de la stratégie de l'économie bleue consiste, entre autres, à la transformation et à la croissance du continent. Les États membres et les institutions concernées par la question de l'économie bleue devront respecter les orientations en vue d'une formulation cohérente de leur stratégie nationale et régionale pour stimuler la croissance socio-économique, tout en remerciant les Canada, les Seychelles, les Kenya et la Norvège pour leur accompagnement dans la concrétisation de ces vastes projets. Béatrice Lomea Atilité, présidente en exercice du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre, qui a représenté le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a eu des mots justes pour circonscrire l'événement.
Nous avons été honorés à la fois par votre présence et vos paroles de sagesse pour nous guider sur la voie de l'économie bleue durable en Afrique. Nous nous sommes familiarisés avec les concepts, les rôles, la valeur et l'avenir de l'économie bleue dans la réalisation de l'agenda 2063 et des objectifs de développement durable des Nations Unies. J'espère que tous les participants de cet grand événement auront accès à la stratégie de l'économie bleue et qu'ils porteront la bonne nouvelle que les concepts présents pour notre développement. Il s'est dénoté que c'est au cours de la 3e session, au mois d'octobre de l'année 2019, que les comités techniques spécialisés sur l'agriculture, les développements rural et environnement avaient approuvé en toute unanimité la stratégie de l'économie bleue pour l'Afrique. Et toujours à la faveur du sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba, le ministre en charge de la coopération internationale a évoqué du sujet de la paix et de la stabilité en Afrique centrale. C'était au cours des échanges qu'il a eus avec le secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La communauté des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est engagée à travailler avec la République démocratique du Congo pour la stabilité, la sécurité et la paix. C'est le secrétaire général de la CEAC, l'ambassadeur Alan Mi, qui l'a dit au cours d'un entretien qu'il a eu avec le ministre de la coopération internationale, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, en séjour à Addis Abeba, où il a pris part aux travaux de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Nous avons eu aussi à évoquer un peu d'une manière générale les questions d'intégration sous-régionale, continentale, comment faire en sorte que cette intégration s'accélère. Et nous avons eu des échanges fructueux sur ce plan. Le ministre d'État m'a beaucoup impressionné par la qualité de ses observations, de ses commentaires, de ses recommandations pour la future CAC. Et je crois que à travers le ministre d'État, je retiens que la RDC jouera le rôle qui lui revient au niveau de l'Afrique centrale. Le patron de la coopération internationale en République démocratique du Congo a pour sa part émis le vœu de voir la situation des conflits armés être davantage prise en compte dans les nouvelles réformes de la CEAC. C'est un reportage de Tétis Samba de Addis Abeba. Nous allons rendre à Séoul où le sommet mondial sur la paix a vécu. Selon Alain Bikaï, l'envoyé spécial de la RTNC dans la capitale sud-coréenne, le monde des affaires réuni là-bas voulait en savoir davantage sur les opportunités qu'offre la RDC dans plusieurs secteurs d'investissement. Il vient de se tenir à Séoul, en Corée du Sud, du 3 au 7 février 2020, le sommet mondial sur la paix. 160 nations du monde y ont pris part et 7000 délégués représentant leur pays ont participé à ce premier sommet de l'année 2020. La RDC y a été représentée par 2 membres du gouvernement, John Tumba, ministre de la formation professionnelle, et son collègue Steve Mbikaï des actions humanitaires. Autour du thème principal, la paix durable, un idéal commun, la participation du gouvernement congolais a été déterminante. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a été partagée à tous les délégués venus du monde comme argument du renforcement de la paix pour un pays victime des attaques terroristes. Le programme du gouvernement en cette matière favorise la cohésion nationale pour une lutte acharnée contre toute attaque qui perturbe la paix. La question de la jeunesse et de sa formation a fait l'objet de tout un panier. Comme vous savez, le Congo, c'est un pays post-conflit et nous avons besoin de la paix et la pérennisation de cette paix est fonction aussi de l'apprentissage de métiers. Une fois les démobilisés sont formés en métier, ils ont de nouvelles valeurs universelles et je crois que ça va permettre à ceux qui ne repartent plus en forêt, qui ne rejoignent plus les groupes armés. C'est ça notre façon de voir. Le ministre congolais en charge des actions humanitaires a participé à la commission de bonheur partagé et des actions humanitaires. Steve Mbikaï a partagé avec ses collègues l'expérience congolaise en la matière avant de faire appel aux organismes internationaux d'appuyer les gouvernements.
Les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba vont de nouveau se réunir. Pour leur 10e rencontre, ils se donnent rendez-vous à Kinshasa. La RDC s'y prépare et déjà le ministère du Budget crée des conditions pour que l'intendance soit bien assurée par le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cédric Kenina. Le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba se donne rendez-vous à Kinshasa pour assurer dès à présent la réussite du 10e sommet des mécanismes régionaux de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, les premiers après l'alternance au sommet de l'État. Le vice-premier ministre du budget Jean-Baudieu Mayomambeke s'emploie à dégager des ressources financières nécessaires prévues dans la loi des finances 2020. Disposition rassurante indique le vice-ministre des Affaires étrangères Raymond Tchedia, présent à cette réunion. Conformément aux recommandations du dernier Conseil des ministres, il a été recommandé au vice-premier ministre, ministre du budget, de nous réunir, nous, Affaires étrangères, nous, mécanismes, toute la coordination qui travaille par rapport aux préparations du 10e sommet des mécanismes de suivi d'accord d'Addis Abeba qui va se tenir ici chez nous le 4 février. Afin que l'autorité budgétaire puisse voir clair comment arrêter un budget définitif pour la réussite de ces sommets. Les mécanismes déjà enclenchés, les coordonnateurs adjoints du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, Patrick Mutombo, saluent ici la vision d'un leadership éclairé du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un grand rendez-vous diplomatique, le premier du genre dans le quinquennat du président de la République. Et nous venons, et c'est ça que nous venons de convenir avec le ministre du Budget et tout le monde, que ce soit une grande réussite. Et ça le sera. Une dizaine de chefs d'État sont attendus donc à Kinshasa ce 22 février. Il sera question de faire les bilans du parcours, les progrès réalisés et les défis à relever dans les engagements pris au titre de l'accord cadre en matière de paix et sécurité dans la région des Grands Lacs. 35 millions d'euros, c'est l'enveloppe allouée par l'Union européenne au secteur de la justice congolaise. L'annonce faite par l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC à l'issue des échanges qu'il a eus avec le vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Jacques Kaboba, pour le reportage. Avec une expérience dans plusieurs secteurs, l'Union européenne compte appuyer la justice congolaise avec une enveloppe de 35 millions d'euros. L'annonce a été faite au cours d'une séance de travail entre les vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundayaka Sende, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. On a parlé de ces sujets et plus largement, monsieur le vice-premier ministre, on a parlé évidemment de notre action en faveur de la justice, du nouveau programme de l'Union européenne pour la justice, un programme de 35 millions d'euros qui va être mis en place et qui va être prochainement signé. Nous sommes en train de discuter la convention de financement. Les deux personnalités ont par ailleurs parlé des conditions de vie dans les prisons de la RDC. Les vice-premiers ministres Tunda et son hôte ont concrètement évoqué la problématique de la surpopulation dans les milieux carcéraux. Selon les diplomates européens, il était question de voir comment l'Union européenne peut collaborer avec les gouvernements congolais pour contribuer ensemble à l'amélioration des conditions de vie dans les maisons carcérales. Nous avons continué à évoquer la situation dans les prisons. C'est une préoccupation forte pour l'Union européenne et ses États membres. La situation humanitaire et la situation préoccupante des prisons, la surpopulation carcérale en RDC. C'est une préoccupation partagée avec monsieur le vice-premier ministre. Nous avions échangé des courriers sur le sujet et nous avons tenu à nous voir pour voir comment nous pouvions apporter des solutions. Jean-Marc Châtaignier a saisi cette opportunité pour insister sur la nécessité pour la justice congolaise d'éveiller à ce qu'il ne soit gardé dans les prisons que des individus qui ont réellement commis des actes répréhensibles. Il est donc important, a-t-il renchéri, que tous ceux qui ont été arrêtés irrégulièrement soient relâchés. L'Union européenne est très attachée au renforcement de la justice congolaise. C'est dans cette optique qu'elle a finalisé la réhabilitation du camp de détention de Luzumu et le pavillon 11 de la prison centrale de Makala. Le plan national stratégique de développement a été adopté récemment à Zongo, dans le Congo central, lors du séminaire gouvernemental. Ce plan permettra aux différents partenaires techniques et financiers d'orienter les priorités et d'aligner la RDC. Pour y parvenir, ces différents partenaires ont visité ensemble avec le ministre du Plan la plateforme de gestion de l'aide et des investissements.
En place dans les meilleurs délais un mécanisme inclusif de coordination de l'aide autour du plan national stratégique du développement. Tel est l'objectif du dialogue entamé par le gouvernement congolais avec les bailleurs sur les systèmes d'information et des ressources extérieures à travers la plateforme de gestion de l'aide et des investissements au PGAI du ministère du Plan. Cette structure est butée aujourd'hui à des contraintes majeures. Qu'est-ce qui bloque son fonctionnement? Il s'agit de la lourdeur et du retard dans la transmission des données par le fournisseur. À cela s'ajoute la faiblesse des ressources pour étendre la PGAI dans les différentes institutions et provinces. Tout ceci justifie la visite guidée qu'a effectuée la vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemoué Tamou-Oumoué, dans les différentes salles de la PGAI. Dans sa suite, une délégation des partenaires techniques et financiers venus se rendre compte de toutes ces difficultés. Et sur place, toutes les explications sur le fonctionnement de la PGAI ont été fournies par les experts et les coordonnateurs nationaux Théo Kanene. Bien avant cette visite, l'administrateur technique de la PGAI avait procédé à la présentation de l'outil sur la source des données, la structuration des espaces de travail ainsi que les projets. L'Indonésie veut offrir son expertise en matière d'agro-industrie. Une firme de Jakarta va s'installer dans une des zones économiques spéciales de la RDC. Cette firme a été séduite par les différents allègements fiscaux et douaniers accordés par l'État congolais. Betty Amani. Attirés par les allègements fiscaux et douaniers accordés aux investisseurs par le gouvernement congolais ainsi qu'un climat des affaires attractif, les investisseurs indonésiens de la société Save Our Soil Foundation veulent investir en République démocratique du Congo dans les domaines de l'agro-industrie, l'agro-business et l'aquaculture industrielle. L'annonce a été faite au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, par une délégation de cette entreprise conduite par son directeur général, ingénieur Ratno. Of the country is water and climate, and you have land. La clé pour votre pays, c'est que vous avez l'eau et un très bon climat, et vous avez aussi de la terre. Alors, ça sera possible ici que nous, en tant que personnes qui viennent de l'Indonésie, ne partageons pas seulement l'agriculture, mais même aussi l'aquaculture. Ces investisseurs ayant une expertise dans l'aquaculture industrielle et l'agro-industrie comptent s'installer dans une des zones économiques spéciales au regard des exonérations accordées aux sociétés installées dans ces zones. Les patrons de l'industrie se réjouissent de cette mobilisation des investisseurs en RDC car sa vision de création de richesses et des millionnaires congolais prend des allures positives. Les prix ne cessent de grimper sur le marché. Opérateurs économiques et consommateurs se sont concertés pour arrêter ce yo-yo. Ils se sont réunis autour du ministre de l'économie en vue de se pencher sur ce phénomène de la hausse de prix. Le comité de suivi de prix vient d'être relancé au niveau du ministère de l'économie, nous dit Annie Balaka. Il est temps d'agir pour répondre à l'attente de la population, c'est de manger à sa faim. C'est en ces termes que la ministre de l'économie nationale, Akassa Bandoubola, sous l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de lancer les travaux du comité de suivi des prix des produits de première nécessité. Mais en tant que consommateurs, nous vivons chaque jour la situation. Chacun met le prix de sa manière et le consommateur n'est pas informé sur les prix. Est un comité consultatif, un comité d'experts qui va suggérer et donner à Madame la ministre les résolutions nécessaires. Celle qui a le pouvoir d'agir et de vouloir pour l'économie va agir quant à ce. Elle nous a donné une communication par rapport à ce que nous devons faire en tant qu'experts. Nous avons convenu d'arrêter une liste d'une dizaine de produits pour lesquels les opérateurs économiques doivent nous transmettre leur structure de prix et les entreprises publiques qui interviennent dans le dédouanement des produits nous communiquent aussi leur taux de facturation. Comme ça, au niveau du comité de suivi qui est un cadre consultatif, nous allons faire des structures de prix type. Un comité qui était tombé en léthargie. Ainsi, le lundi 10 février 2020, autour d'une même table, la partie gouvernementale, les opérateurs économiques et l'association des consommateurs, ensemble, ils ont réfléchi sur les voies et moyens pour maîtriser la
la surchauffe sur le marché de consommation des produits de première nécessité. Une résolution importante. Désormais, toutes les 2 semaines, ces experts se retrouveront pour faire le point, notamment dans la perspective de relever non seulement les causes de cette hausse des prix, mais surtout trouver des solutions aux problèmes. Après les incidents malheureux survenus sur le campus universitaire de Kinshasa, le home des étudiants sont en pleine réhabilitation. Les travaux ont été lancés ce matin. À en croire le ministère de tutelle, ces travaux de réhabilitation des home des étudiants seront achevés au mois d'octobre prochain, c'est-à-dire à la rentrée académique. Marie Kalong. 1 mois et 3 jours après la mesure de suspension de toute activité académique à l'université de Kinshasa et de la libération forcée des résidences étudiantines suite aux troubles occasionnés par ce dernier, le ministre de l'ESU, Thomas Luakalo Senjola, a procédé ce lundi 10 février au lancement des travaux de réhabilitation des homes étudiantins. Les travaux ainsi lancés concernent également le bâtiment administratif de l'université de Kinshasa ainsi que le siège de l'association de professeurs. Pour l'autorité de tutelle, cette activité de réhabilitation constitue l'un des signaux forts que le gouvernement lance pour exprimer sa ferme détermination à garantir une reprise apaisée des activités académiques selon le calendrier présenté par le Conseil des partenaires de l'Université de Kinshasa. L'année 2020 est celle des actions selon Thomas Luakalo Senjola, paragraphant ainsi le président de la République. Il y a une volonté du gouvernement de pouvoir améliorer les conditions de vie de nos étudiants et ces gestes que nous posons aujourd'hui est un symbole de notre volonté d'améliorer les cadres. Mais il y aura quand même une identification stricte parce que cette fois-ci, nous voulons que ce soit réellement les étudiants qui habitent les résidences universitaires et pas d'autres personnes. Les travaux seront exécutés pendant 8 mois par 3 entreprises, dont l'entreprise WGC, sous le contrôle technique de l'intendant général de l'ESU. Et concernant le suivi des travaux, une évaluation trimestrielle sera organisée avec toutes les parties, question de s'enquérir de l'avancement des travaux. L'objectif est de pouvoir loger de manière progressive les étudiants étrangers et ceux venus de l'intérieur du pays. Enfin, Thomas Luakalo Senjola a présenté ses remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi qu'au Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, qui ont su mettre en œuvre toutes les procédures en vue de l'amorce de ces travaux. Les universités congolaises et belges, pendant ce temps, entendent relancer la coopération entre les deux parties. Maintenir une relation intellectuelle et émotionnelle avec ses diplômés de l'Université catholique de Louvain, surtout ceux de la République démocratique du Congo. C'est le noble but poursuivi par International Alumni Chapter de l'Université catholique de Louvain à Kinshasa. Cette plateforme peut profiter aux jeunes des facilités dans le domaine de recherche, aussi bien que de s'imprégner de tout ce que offre cette institution universitaire belge qui s'apprête dans quelques années à célébrer ses 600 ans d'existence. Témoin de la cérémonie organisée au Pullman, le vice-recteur de l'UCL, le professeur Alevas, les délégués de l'ambassade de Belgique en RDC et du centre Wallonie-Bruxelles. À la tête de cette structure, Eric Kalala, ce dernier pèse bien ses responsabilités. La communauté congolaise est très importante et c'est la première communauté diplômée de l'Université catholique de Louvain. Donc c'est important de tisser les liens entre nos deux pays, puisque, comme vous le savez, notre pays est vraiment à la recherche de l'amélioration dans son cadre d'éducation. Là, on aura à communiquer pour nous rapprocher l'université des étudiants, mais aussi de la vie congolaise en général. Non, je sais que j'ai des activités professionnelles très prenantes, mais je pense que cette dimension est essentielle en termes de responsabilité sociétale. Donc à ce niveau-là, on a quand même une responsabilité, on devra trouver du temps pour le donner aussi à nos jeunes, à nos organisations. C'est le premier chapter alumni ouvert hors d'Europe compte tenu de l'importance de la communauté louvaniste en RDC. Alors c'est un duo à la fois d'une professeure à l'université et à la fois d'un manager dans une entreprise. Et donc c'est comme ça que nous avons fait ce choix aussi de personnes qui sont dynamiques et des personnes qui avaient envie de s'investir et des personnes finalement qui vont essayer de stimuler ce réseau. Les changements comme focus pour fixer les orientations stratégiques de l'Université catholique de Louvain, vieille de 600 ans et qui vient d'implanter un international chapter alumni. Le vice-recteur de cette prestigieuse université catholique met le cap sur ses concepts et choix, les changements.
Géostratégia, c'est un nouvel outil qui entend conscientiser les compatriotes sur le changement des mentalités. Dans sa recension, l'auteur retrace la vision du chef de l'État pour bâtir un pays fort au cœur du continent. Sandra Nyangui a assisté au baptême de ce magazine. Géostratégia, ce magazine d'intelligence géostratégique, géopolitique et géoéconomique pour l'émergence, se veut un instrument de communication de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec 21 cm de largeur, 28 cm de hauteur et 104 pages, cet ouvrage est une réponse à l'appel du chef de l'État à l'endroit de tous les Congolais où qu'ils se trouvent d'apporter une pierre à l'édifice qu'est la RDC. Je profite pour faire cet appel à toute personne qui a une idée noble, qui a un article pertinent, une pensée sur tel ou tel autre domaine, de nous le faire parvenir. Nous sommes un hôtel pour publier, pour mettre à la disposition des décideurs l'intelligence nécessaire dont nous avons besoin. Son numéro 0 offre un contenu complet, cogité et conçu par l'élite congolaise, assoiffée de voir la RDC prendre son envol et occuper enfin sa place dans les conseils des nations. Une lutte qui passe indubitablement par le changement de mentalité, fer de lance d'un nouveau Congo. Un motif de satisfaction et de fierté pour la coordination de changement de mentalité CCM. Son coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État, Jacques Kongoudia, s'est dit heureux car ce nouveau né dans le média congolais sera un véritable haut lieu d'échange d'idées le plus noble dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs. C'est un outil qui va nous permettre de pouvoir vulgariser, de pouvoir éduquer. Nous avons des pages qui nous sont réservées parce que nous avons travaillé à la promotion, nous avons travaillé à l'élaboration, nous avons travaillé à la rédaction du magazine. C'est la raison pour laquelle vous trouvez donc notre première interview en tant que SSM. Une projection de l'émission Essi de Denise Epoté de TV5 a été de la partie question de démontrer la soif du directeur de publication des Géostratégia de porter haut la vision du chef de l'État. Le professeur Eustache Banza-Somoué a porté ce magazine sur le fond baptismaux. Bon vent à ce nouveau-né dans le monde des médias. Munongo Mwendam Siri a été réélu pour présider aux destinées de l'Alliance des chefs coutumiers et autorités traditionnelles. Ce capital de confiance placé en lui par ce père a fait la joie de la jeunesse katangaise. Yvette Mankoutima. Des détenteurs des pouvoirs ancestraux face à la jeunesse. L'événement était de taille. La jeunesse de l'espace katangais a organisé une rencontre festive inédite avec tous les chefs coutumiers du Grand Katanga. La jeunesse katangaise a tenu à honorer un des grands chefs reconduits dans son fauteuil, des présidents de l'Alliance des chefs coutumiers et autorités traditionnelles, Sa Majesté, le roi Munongo Mwemba Msiri. Le président national des jeunes katangais a salué cette réélection. José Kaboulo a exhorté ses gardiens des secrets traditionnels des surcroît, premiers parents de tous les jeunes, à être leurs ambassadeurs auprès de la communauté. José Kaboulo les a également remerciés pour la promptitude avec laquelle ils ont répondu à son invitation. L'heureux du jour, Sa Majesté, le roi des Baéké, a demandé aux jeunes de demeurer dans la solidarité katangaise légendaire, et ce, malgré la diversité des opinions et des pensées. Quant à la situation politique de l'heure et face au mauvais vent qui soufflait sur les grands Katanga, le grand chef Munongo a exhorté la jeunesse de l'espace katangais à ne pas se laisser emporter par les pesanteurs politiques dus au découpage administratif. Pour le grand chef, division administrative ne doit nullement pas rimer avec velléité ethnico-tribale. Seule donc l'unité reste les gages de force du Grand Katanga. Le grand chef Sakundunduya Vadesandoa, dans le Lualaba, a appelé les jeunes à la prise de conscience collective. Les jeunes doivent apprendre à protéger l'intégrité physique de ses dignitaires. Le grand chef a été très clair, le Grand Katanga ne sera plus le grand perdant suite à l'éveil et à la vigilance de sa jeunesse. À tous et à chacun, je dis infiniment merci d'avoir suivi ce journal.